Il faut réunir les autres. Chut, quels autres? Allez, les gars, c'est ma tournée. Ouais! Limbo, limbo like me. Oh, limbo, limbo like me. Big one, small one, and those like me. Bon, je vais faire une pause sur le canapé. Je suis crevé. Oh, Philippe, c'est ta chanson, tu viens danser? Non. Je ne viens pas danser avec vous, stupides humains. Ok, je pense que la soirée va être terminée, tout le monde. Philippe est fatigué, je crois qu'il a besoin de repos. Donc, allez, hop, c'est parti. On rentre à la maison. Rentrez bien, c'était sympa. Salut. Qui fait des fêtes le vendredi en plus? Bonjour à toutes et à tous, ici la développeuse en sueur et bienvenue dans mon fou appartement. À l'aide. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 24 de mon journal de bord. La dernière fois, on avait parlé optimisation. Eh bien, aujourd'hui, on va plutôt se tourner vers du graphisme gameplay. Et pour commencer cet épisode tranquillou, eh bien, je vais pouvoir vous montrer les avancées graphiques qu'il y a eu sur le camp. Je voulais quelque chose qui donne l'impression qu'on a bien bossé, que la journée se termine sur une note un petit peu moins violente. J'ai donc opté pour un petit crépuscule aux couleurs chaudes. Je me suis pas mal inspirée de Firewatch pour la palette de couleurs d'ailleurs. Et le point sur lequel je suis particulièrement contente, c'est qu'on arrive à ressentir une certaine profondeur de champ qui donne un côté un peu moins claustro que les niveaux de Run and Gun. Il me reste cependant encore pas mal de boulot à faire dessus, il faut que je rajoute la tente du général et que je place quelques autres petits PNJ dans le fond pour tout simplement donner l'impression que c'est un endroit plus vivant. Là c'est encore un poil vide. Mais le plus gros du travail, celui qui m'a occupé pas mal ces dernières semaines, eh bien c'est l'habillage du niveau 2, boss compris. Je vous avais déjà montré, il me semble, mes références, ma palette de couleurs et le petit début d'intégration que j'avais fait. J'avais pu vous dire notamment que je voulais quelque chose qui tranche pas mal avec le niveau 1, histoire de pouvoir varier un petit peu, tout simplement les environnements. Je vais pouvoir vous montrer du coup les ajouts que j'ai faits et je pense avoir réussi sur le point où on est sur quelque chose de drastiquement différent du premier niveau. Nous sommes sur un pont en métal le soir, dans un décor qui se situe cette fois-ci face à la mer. Autre particularité dont je vous avais déjà parlé pour ce niveau, il a plus de relief que le niveau 1. On va être amené à descendre et remonter pour briser un peu la monotonie qui pourrait s'installer si tous les niveaux étaient tous plats. Sauf que il y a un détail que j'avais oublié pour ce point. En fait, on a mis en place la caméra avec Samuel avant qu'on y ajoute les graphismes, donc la caméra suit bien le joueur, c'est super. Cependant, depuis qu'on a fait l'habillage, cette espèce de caméra qui descend est un petit peu bizarre graphiquement. En fait, on n'a pas pensé à comment on allait faire en sorte que le décor reste sympathique et cohérent malgré le fait que la caméra bouge pas mal. Je me rends compte que c'est peut-être pas très clair comme ça, alors je vais vous montrer un exemple concret de ce que ça donne in-game. Dans ce niveau 2, donc, on passe à un moment sous le pont pour une phase un peu plus plateforme, et le souci, vous le voyez, c'est que le décor devient entièrement violet. La perspective de l'eau est vraiment bizarre. Et j'ai dû me creuser la tête un bon moment avant de trouver une solution qui me convienne. J'ai enchaîné pas mal d'échecs, pas mal de trucs foireux qui n'ont pas vraiment marché, jusqu'à ce que, finalement, Sam s'occupe de faire en sorte que la caméra mette en valeur les graphismes sur tout le reste du niveau. Il s'était pas spécialement penché sur le problème du pont, et ça a apporté la solution que je voulais. C'était un heureux accident, comme on dit. Pour moi, le résultat était simplement parfait. C'était la solution que j'arrivais pas à imaginer, mais qui réglait tous les problèmes. Je vais vous montrer là maintenant comment ça rend, mais c'est quand même vachement mieux. Là, en fait, on garde l'horizon, et c'était ça la clé. Il fallait qu'on garde l'horizon en descendant. Ça rend le truc un petit peu plus logique. Sinon, à part ça, avec Sam, eh bien, on a retravaillé aussi le boss du bateau. Et pas seulement graphiquement, mais aussi la façon dont on allait l'affronter. Pour faire un petit rappel de la situation avant retouche, avant on avait le bateau avec sa barre de vie divisée en 4. À chaque quart de vidée, le bateau lançait une rafale de missiles et
changer de pattern pour la suite. On pouvait lui infliger des dégâts en tirant soit sur les deux tourelles ou sur le cockpit. Le problème avec ça, c'est que c'était pas giga satisfaisant en termes de progression. On n'avait pas spécialement l'impression de lui infliger des dégâts. En tout cas, c'était peut-être quelque chose de raisonné, mais pas quelque chose qu'on ressentait. Alors, on a revu le boss d'une autre façon. On s'est dit que ça pouvait être intéressant d'associer chaque quart de vie à un élément du bateau. Ça donne des micro-objectifs au sein du combat, et ça donne un sentiment de progression plus grand. Ici, l'idée est d'aller détruire une tourelle, puis l'autre, et s'attaquer également au cockpit qui, comme étant plus grand et représenté comme plus fort, va nécessiter, lui, 2 quarts de vie. Enfin, la moitié de la vie, quoi. Et pour bien faire comprendre cette idée aux joueurs, eh bien j'ai dû me pencher très fort sur les signes et feedback. Déjà, première chose, comment faire comprendre aux joueurs que un élément est réceptif au tir et pas un autre. Celui-là est plutôt simple. Un classique est de faire clignoter l'élément touché en blanc. Ensuite, maintenant, comment lui faire comprendre que l'objet sur lequel on a tiré est passé en stade abîmé. Là, on part sur quelque chose de plus graphique. J'assombris l'élément, je rajoute une petite animation d'arc électrique, je m'arrange pour que la tourelle tremble un peu, et voilà le travail. Dernière étape, comment faire comprendre aux joueurs qu'il est inutile de continuer à tirer sur un élément abîmé. Eh bien, j'enlève le clignotement blanc dont on a parlé plus tôt, et je m'arrange pour qu'on voit la balle passer devant. Pour le cockpit, c'est le même principe, l'habillage est juste différent. En plus de ces signes et feedback pour comprendre un petit peu l'état des tourelles et si on peut tirer dessus ou quoi, j'ai aussi rajouté des signes et feedback pour faire comprendre aux joueurs que, eh bien, une tourelle allait tirer par exemple, pour pas qu'ils puissent se faire surprendre. Je suis beaucoup plus contente de cette version du boss. En plus, quand on l'a battu, je me suis amusée à faire des petits marins qui abandonnent le navire. Ça a demandé du temps, mais ce sont ce genre de détails qui font qu'un boss est lisible ou pas. Du coup, je vais pouvoir passer maintenant au troisième et dernier sujet du jour, qui devrait intéresser les curieux et les curieuses, puisque nous allons parler et voir un petit peu plus en détail à quoi ressemble, tenez-vous bien, le niveau 3. Pour vous situer le contexte rapidement, on revient dans le village qu'on a pu apercevoir rapidement lors du niveau 1. Notre team avait perdu la bataille et avait dû battre en retraite. Elle s'est donc dirigée ensuite vers le niveau 2, un passage stratégique qui visait à reprendre les terres en passant par un pont. Cette mission est une réussite et l'objectif va donc être de reprendre la dernière région occupée par l'ennemi, qui était donc le niveau 1 que nous avions perdu précédemment si vous avez suivi. Alors ne vous inquiétez pas, nous allons pas avoir une copie parfaite du niveau 1, mais cette fois-ci, le niveau se passe à l'intérieur du village qu'on a pu apercevoir brièvement au tout début du niveau. La zone est occupée, fortement dégradée, et notre objectif va être de la récupérer. Les challenges seront assez variés puisqu'on va miser sur un niveau où il sera possible de monter sur des bâtiments. On va donc jouer sur différents niveaux, on aura affaire à des ennemis qui surgissent hors des ruelles et surtout des motards ultra rapides qu'il faudra éviter ou éliminer suivant la situation. Vous avez bien entendu, il y aura des motards. Du coup, voici un petit avant-goût d'à quoi ressembleront ces ennemis. Ces magnifiques motos au modèle Propaganda sont de vrais petits bijoux de mécanique et de design. Elles sont parfaites pour faire régner la peur et potentiellement tuer des gens. Seul petit bémol, elles consomment beaucoup. Il faudra faire le plein souvent et accepter d'avoir un impact carbone plus que conséquent. A noter aussi qu'elles ne résistent pas très bien aux grenades. On vous encourage à bien choisir votre assurance de roue. Non, plus sérieusement. La spécificité de ces ennemis en moto, c'est que pour qu'ils aient l'air plus réalistes, on a dû avoir recours à de la physique et à pas mal de bidouillage, parce que la physique ça peut engendrer des trucs un poil gênants parfois. Surtout que dans notre cas, les motos sont constituées de différentes parties articulées. Le châssis, la roue avant, la roue arrière et un détecteur qui vérifie que la roue arrière touche le sol. A noter que les deux roues doivent avoir un masque de collision circulaire. C'est important parce que les carrés, ça roule moins bien. Et pour générer ces éléments, il faut ruser un petit peu. Tout d'abord, on fait apparaître les 4 objets. La roue avant est placée sur le point avant du châssis et la roue arrière sur le point arrière. Le détecteur est épinglé sur le châssis, de sorte qu'il reste toujours au même endroit, même si la roue arrière tourne. On crée également ce qu'on appelle des joints pour fixer les deux roues au châssis.
Ces joints laisseront la roue tourner et se comporteront comme un axe. Enfin ça, c'est la théorie, parce que voici ce qui se passe si on génère la moto ainsi. Le problème, c'est que toutes les parties de la moto collisionnent tout de suite, et le résultat devient difforme. La physique est activée au moment où on fait spawner toutes les parties, et elle nous embête. Afin de régler ce souci, il faut donc que la physique soit désactivée de base sur les différentes parties de la moto, qu'elle soit activée juste après leur apparition, mais juste avant l'apparition des joints. Et là, tada! On voit qu'à présent, on a une moto qui se tient. On n'a plus qu'à désactiver les collisions entre toutes les parties de la moto pour éviter qu'elles s'empilent bizarrement si on en crée plusieurs. Pour cela, il suffit de rajouter quelques lignes de code et ça fonctionne. La moto est créée, et pour la faire bouger ensuite, c'est tout simple. Si le détecteur de la roue arrière est en contact avec le sol, on applique une force sur l'arrière de la moto. Par contre, si la moto est dans les airs, on arrête l'accélération et on applique une force verticale pour la rabattre vers le sol. Et ma foi, eh bien c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Désolée pour la longue attente qu'il y a en ce moment entre les différents épisodes. Je vous avoue que entre la chaleur et nos différents plannings respectifs à Sam et à moi, on a un poil moins le temps d'avancer. On risque d'avoir une actualité assez chargée à la rentrée qui pourrait impacter un peu la production du jeu et de la chaîne. Rien n'est fait pour l'instant, mais voilà, je vous en parlerai certainement le moment venu. Ah, il y a une moto qui passe, c'est à propos. En tout cas, comme toujours, merci à toutes et à tous pour votre soutien. J'espère qu'on se retrouvera pas trop tard pour l'épisode 25. D'ici là, profitez bien de votre été, restez cool, et à la prochaine. No necesito a nadie.